Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. La cybercriminalité gagne du terrain au Cameroun. Rien que pour le mois de janvier 2015, la direction de la police judiciaire à Yaoundé dit avoir enregistré 70 cas. La situation appelle à une prise de conscience générale chez les internautes. En santé, le Cameroun est en épidémie de poliomyélite depuis octobre 2013, date de la confirmation du premier cas de poliovirus sauvage. Quel est l'impact de multiples campagnes de vaccination initiées sur l'ensemble du territoire sur cette maladie? Nous ferons le point dans la deuxième partie de ce journal pour ce qui est de la région du littoral. Et à l'étranger, le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire attire des foules hier à Abidjan. Souane Gbagbo, poursuivi pour l'atteinte à la sécurité de l'État, revendique toujours la victoire de son mari Laurent Gbagbo lors de la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Lutte contre la criminalité, ce phénomène connaît un essor considérable au Cameroun depuis 2009. La direction de la police judiciaire dit avoir enregistré 70 cas depuis le mois de janvier 2015. Le point avec Élisée Mbogba et Yannick Bazoua. Au Cameroun, comme partout dans le monde, les cas de cybercriminalité sont globalement recensés. Depuis 2009, la cybercriminalité a connu une flambée. Les cas enregistrés à la direction de la police judiciaire parlent d'eux-mêmes. Pour les années 2011 et 2012, recensés environ 170 cas, dénonciations et plaintes. En 2013 et 2014, nous avons enregistré un peu plus de 200. Et depuis janvier 2015, nous sommes à environ 68 jusqu'à hier. J'avais encore des gens qui venaient pleurer dans mon bureau. S'y ajoute le piratage des sites web. Cas école, le piratage du site officiel du Premier ministère, ceux des douanes, du ministère des Domaines et des Affaires foncières, de l'Université de Yaoundé 1 et plus récemment celui de l'Assemblée nationale. En dehors des cas suscités, d'autres formes d'actes cybercriminels ont pignon sur eux. Il y a aussi les arnaques, il y a des virus, et ainsi de suite. S'il est vrai que beaucoup de mesures de lutte sont prises, mais celles-ci sont butées à plusieurs obstacles. C'est l'ignorance des populations. C'est d'abord le premier souci de cette question. La seconde chose, c'est surtout associer toutes les entités. Il faudrait bien que toutes les entités soient associées, qu'il y ait de fortes concertations pour pouvoir trouver des solutions qui aident à dénicher ceux qui sont en train de fauter notre évolution par rapport à cette question-là. Beaucoup reste donc à faire du moment où existe encore un souci de cohérence entre les différentes structures chargées de lutter contre le phénomène cybercriminel au Cameroun. Eh bien, il faut dire que la cybercriminalité se pratique via les réseaux sociaux et ces réseaux sociaux ont un sérieux impact considérable sur le quotidien des jeunes Camerounais, ce malgré les efforts de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Il y a encore du chemin à faire au Cameroun pour limiter l'accès anarchique à Internet. Retrouvons cette fois-ci Jolie Sengue et Yannick Bazoua pour plus de précisions. Dans son traditionnel discours à la jeunesse le 10 février dernier, le président de la République, Paul Biya, a mis les jeunes en garde contre les réseaux sociaux. Une alerte du chef de l'État fort pertinente au regard de l'impact de ces réseaux sur la jeunesse. Nos jeunes mettent les informations privées en ligne, ils causent avec les gens qui ne connaissent pas et puis ça pose tous les problèmes. Nous avons aussi les soucis au niveau de nos enfants. Ils sont devenus des très accros, de l'internet, du téléphone, iPad, etc. Ils doivent savoir
qui doivent se rassurer que de l'autre côté, la personne qui est en train de lui parler est effectivement la personne qui a son âge ou bien avec qui ils peuvent effectivement échanger sans un risque. Il y a le phénomène de la pédophilie qui passe également par ces questions. Dans le souci de mettre à l'abri les jeunes et mieux contrôler l'accès aux réseaux sociaux, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication a mis sur pied un certain nombre de projets. Notre stand d'alerte et de réponse aux incidences cybernétiques qui vise à surveiller notre cyberespace, les ressources critiques dans notre cyberespace en temps réel. Il y a aussi notre PKI, Public Infrastructure, qui vise à sécuriser les transactions électroniques afin d'instaurer un climat de confiance dans cette nouvelle forme de communication. Il y a aussi les audits de sécurité. Des initiatives pour l'instant limitées au regard du nombre de jeunes séduits par l'outil informatique. En l'état actuel de notre dispositif cybersécuritaire, il y a un effort de cohérence et d'harmonisation des stratégies de lutte qui doit être mis en place pour pouvoir essayer de faire reculer le phénomène. En santé, la rougeole continue de faire des ravages dans la ville de Douala. Depuis le début de l'année, 18 cas confirmés ont été enregistrés dans 6 districts de santé de la région du littoral. Face à cette flambée épidémiologique, les spécialistes de la santé conseillent que les enfants soient vaccinés dès l'âge de 9 mois. C'est dans ce reportage de Georges Mitterrand-Dam et Viviane Kamoua. Depuis le début de l'année 2015, 18 cas de rougeole ont été répertoriés dans la région du littoral. Présentement, 6 qui sont en épidémie de rougeole. Ce sont les districts de santé de Déido, Lokbaba, Cité des Palmiers, Melon, Yabassi et Nkonjok qui sont en épidémie depuis le début de l'année. Nous avons enregistré au moins 3 cas positifs dans chacun de ces districts de santé. Les patients ont été pris en charge selon le protocole qui est recommandé pour la prise en charge de la rougeole. Une situation jugée alarmante compte tenu des facteurs qui sont à l'origine de cette flambée épidémiologique. Interrogé sur l'efficacité de la politique de prévention mise en place par l'État à travers le programme élargi de vaccination, les experts en santé affirment que la résistance de la rougeole est due à l'insuffisance de l'adhésion des parents. Les bénéficiaires doivent adhérer et c'est peut-être là où la petite difficulté se pose parce que au terme de l'année écoulée, nous avons atteint 74% d'enfants vaccinés pour un objectif bien plus élevé. Donc aussi longtemps que nous n'avons pas atteint des fortes couvertures, il est évident que nous aurons quelques enfants non vaccinés qui seront exposés à faire la maladie. Toutefois, il conseille aux parents d'être attentifs aux symptômes de la rougeole. Les symptômes de la rougeole en général, c'est la fièvre, une éruption cutanée, et puis la toux, le rhume, un peu de conjonctivite. Et c'est essentiellement ça les symptômes les plus visibles. Il est donc important de vacciner son enfant à l'âge de 8 mois et de l'emmener chez le médecin dès l'apparition des premiers symptômes, car les complications de la maladie peuvent entraîner la cécité et la surdité chez le malade. Toujours en santé, il faut dire que la circoncision chez l'homme empêche de contracter des maladies infectieuses, quoique les spécialistes de la santé disent que cette pratique n'est pas obligatoire. Mais les chirurgiens urologues précisent qu'il s'agit plutôt d'un phénomène culturel au Cameroun. Georges Mitterand-Dam et Flavien Dongo nous en disent plus dans ce reportage. La circoncision n'est pas obligatoire pour un homme, relève des spécialistes de la santé. En Afrique en général et au Cameroun en particulier, la circoncision se présente comme un phénomène culturel. La plupart de nos enfants, nos garçons sont circoncis pour des raisons culturelles. Pour quelqu'un qui n'est pas circoncis, dans une zone là où on circoncis tout le monde, peut être négatif au point de vue psychologique. Des médecins affirment par ailleurs que des hommes non circoncis sont la cible de plusieurs maladies infectieuses. Si la personne n'est pas circoncis, il aura des difficultés pour uriner et il aura des infections urinaires à répétition et parfois même à la longue, le malade peut même avoir une insuffisance rénale. Il n'y a donc pas d'âge pour être circoncis, précisent les urologues.
Au-delà des aspects sociologiques et culturels, il est nécessaire de consulter un médecin avant tout acte de circoncision. N'oublions pas qu'il y a certains enfants qu'on ne doit même pas circoncire. Les enfants chez qui le prépuce n'est pas bien développé. Si vous circoncisez cet enfant-là, le chirurgien aura des difficultés pour réparer son urètre parce que la peau qu'on ne doit pas exciser doit être utilisée par l'urologue pour confectionner l'urètre. La circoncision est donc un processus normal, mais pas obligatoire pour les hommes. Eh bien, il sera question de santé dans la deuxième partie de ce journal et nous allons parler de l'épidémie de poliomyélite avec le chef de l'unité régionale du programme élargi de vaccination pour le littoral. Ça sera dans la deuxième partie de ce journal. Transparency International veut voir clair dans la mise en œuvre du mécanisme RED+ au Cameroun. Une évaluation faite ce jour à Yaoundé met l'accent sur le renforcement de la gouvernance, de la lutte contre la corruption, condition sine qua non de la réussite de ce processus qui vise à lutter contre le réchauffement climatique. Joël Élisée Bourba plutôt et Marcel Gansop, reportage. Le Cameroun est en pleine construction de sa stratégie nationale RED+. Mais de quoi s'agit-il? La RED+, c'est un mécanisme qui vise à ce que les pays fortement dotés en forêt puissent la préserver, la protéger en vue de maintenir l'équilibre global à l'échelle mondiale. Et en contrepartie, puisque l'exploitation de ces ressources leur génère des revenus, et le fait qu'on leur demande de ne pas le faire prévoit une compensation financière qui, elle, obéit à un mécanisme qui est encore en cours de définition. C'est donc une affaire de gros moyens que Transparency International veut surveiller de très près. Il serait judicieux que la stratégie nationale RED+, en cours d'élaboration, prenne en compte les aspects liés au renforcement de la gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. C'est-à-dire que les populations qui vivent dans un espace particulier, qui feraient l'objet justement d'une transaction en termes de carbone et autres, ne sont pas au courant de ce qu'il y a cette transaction qui est opérée, et les personnes qui ont l'information s'arrangent le moment venu à tirer les bénéfices de cette transaction au détriment de ces bénéficiaires-là. Il y a également des risques au niveau foncier. On peut assister à des situations où des gens vont s'accaparer des terres, des espaces et commencent à faire des transactions dessus alors qu'elles n'ont rien à voir ou bien n'en sont pas propriétaires. Et voici un an que Transparency International expérimente le projet RED+, Governance and Finance Integrity for Africa. Il ressort de la première évaluation faite à Yaoundé qu'il y a du pain sur la planche pour améliorer les politiques et pratiques anticorruption dans le financement et la gouvernance RED+ au Cameroun. Lorsqu'on fait des programmes sur les questions environnementales, sur les questions de déforestation et tout le reste, il est important de mettre ces questions de transparence, lutte contre la corruption au cœur de ces mécanismes-là, ce qui ne l'est pas encore assez. Bon à savoir, le mécanisme RED+, en cours d'élaboration, est l'une des solutions envisagées par la communauté internationale pour répondre au très préoccupant phénomène de réchauffement climatique. Intéressons-nous à présent à la gestion des ordures, des eaux et même de l'assainissement de nos municipalités avec ces 299 millions de francs CFA qui seront bientôt débloqués pour offrir aux magistrats municipaux des formations adaptées à leur projet de développement. Ceci rentre dans le cadre du programme de formation au métier de la ville. Les précisions avec Joël Sengue et Marcel Gansop. Mise en route l'année dernière, le programme national de formation au métier de la ville prend encore son élan. Le comité de pilotage revendique un maigre bilan dû au fait qu'il fallait sérieusement poser les fondations pour ne pas tomber dans le piège de la précipitation et du gaspillage des énergies. Pendant la première année, il s'est agi effectivement d'élaborer un certain nombre de documents, dont ceux relatifs à l'offre pédagogique. Et aujourd'hui que nous venons de valider cette offre, soyez rassurés que dès le mois prochain, des formations seront effectivement diffusées à l'endroit des bénéficiaires. 2015 est donc une année cruciale, celle au cours de laquelle les magistrats municipaux et autres cadres territoriaux
sont censés recevoir les rudiments nécessaires au développement de leur cité. L'offre de formation envisagée augure de lendemains meilleurs pour les collectivités territoriales décentralisées. Tout ce qui concerne les documents de planification urbaine, tout ce qui est le traitement des ordures ménagères, tout ce qui est assainissement, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage délégués en matière de bâtiments, en matière de voirie. Le développement n'attend pas. Aussi, le programme national de formation au métier de la ville s'est-il doté d'un budget taillé à la mesure de ses ambitions? Nous avons adopté un budget de 299 millions de francs CFA, qui est un budget en nette augmentation d'environ 51%. La coordination ne doit pas simplement se contenter de ce que le MINDU, le MINAT, le FECOM, le CVUC et le SCAC apportent. Ils doivent aller vers d'autres financements par rapport au secteur. Le programme national de formation au métier de la ville mise sur l'adéquation entre les formations dispensées et les attentes exprimées par les élus locaux. De cette adéquation dépendra la qualité des services attendus par les populations. Parlons à présent à ce qui ressemble à une bouffée d'oxygène pour ce qui est du transport. Dans la ville de Douala, la communauté urbaine vient donc de se doter de 6 nouveaux bus de dernière génération, mais au vu de la forte demande que l'on observe dans ce secteur, cette offre ressemble plutôt à une goutte d'eau dans la mer. Warren Zede et Oriol Choumi. À Douala, entre chaleur torride et pluies interminables, se greffe un autre mal, le calvaire de circuler. Dans la ville, ce ne sont pas des taxis qui manquent. Seul quoique, ils desservent des lignes particulières, très souvent sur de courtes distances, avec à chaque déplacement, une flagrante situation de surcharge. Voilà mon petit ça, nous ne sommes pas à l'aise, nous ne sommes pas à l'aise. Dans la cité capitale, les populations sont prises dans les taux des transporteurs. Se déplacer est devenu un véritable chemin de croix. En matinée comme en soirée, de longues files d'attente se dessinent dans l'attente d'un bus. Les bousculades sont quelquefois au rendez-vous. Ça fait peut-être 1 heure de temps. Nous sommes toujours en rang. On marche un peu. Je ne sais pas si on va s'en sortir comme ça. C'est le rang comme ça là. C'est fort au Mali central. Pour apporter un début de solution à ce mal qui mine la ville, l'entreprise responsable du transport urbain grand public avait promis 500 véhicules de nouvelle génération devant arriver en vague à intervalles réguliers de 3 mois. Après donc cette réception, d'ici le mois de juin, nous comptons avoir entre 30 et 50 mini-bus encore. Parce que la ville de Douala est grande. On a déjà plus de 2,5 millions d'habitants, on parle même souvent de 3 millions. Le prix va rester le même. En dépit du confort que vous avez pu constater, notre action vise à améliorer les conditions de mobilité des populations. Cela veut dire qu'en nombre, les véhicules doivent être importants, en qualité, ils doivent l'être, et enfin, le confort doit également y être. Donc ce n'est pas parce que cette nouvelle gamme d'autobus que nous allons recevoir pendant les 3 années va être dotée de climatisation que le prix va changer. L'acquisition de ces nouveaux bus, 17 au total en 6 mois, ne suffit pas encore à résoudre la question de la desserte des différentes artères de la capitale. Il se pose le problème de l'état de la voirie et les bouchons qui sont très souvent à l'origine de nombreux accrochages entre véhicules. En culture, on parle de cette controverse qu'il y a autour de l'accès au musée national. C'est du côté de Yaoundé. Eh bien, il y a certaines franges de la population qui souhaitent que l'accès à ce haut lieu du patrimoine camerounais soit libre. Mais le gouvernement n'est pas de cet avis. Lui qui parle de supporter les charges de fonctionnement de cet édifice. Yannick Bazoa nous en dit plus dans ce reportage. Pour s'immerger dans ce haut lieu du patrimoine culturel où sont exposés quelques repères de l'histoire du Cameroun, les visiteurs doivent débourser entre 2 000 et 50 000 francs CFA. Et c'est là la pomme de la discorde.
Quelques personnes rencontrées dans la capitale politique pensent que l'accès au musée national devrait être gratuit. Quand on parle de musée national, c'est un milieu qui se doit d'être visité par tout un chacun. Donc demander donc 4 000, franchement, on ne doit même pas demander 5 francs en Cameroun pour visiter le musée. Je crois que ça doit être libre. Et ça c'est le souvenir du pays, donc ça doit être même gratuit. Pourquoi même payer? Sinon que moi c'est gratuit. Pour encourager les gens à aller visiter le musée. Avis que ne partage pas le ministère des Arts et de la Culture. Je suis partisane de ceux qui pensent que rien n'est gratuit. Parce qu'on a 5000 mètres carrés à gérer, un budget assez contraignant. Et les Camerounais nous demandent de conserver aussi notre patrimoine. Pour Amatou Mouna, cet argent permettra de supporter les charges de fonctionnement de l'édifice. Nous employons les jeunes. Comment est-ce qu'on peut contribuer aussi à ce que tous ces jeunes qu'on emploie puissent avoir un salaire décent? Et c'est aussi vrai que d'autres peuvent dire que c'est cher payé, mais le bâtiment en lui-même, l'histoire de ce bâtiment, comment on fait pour préserver sous d'autres cieux? Les gens tombent d'accord de préserver ce qu'ils ont de plus important et de plus cher. Depuis sa réouverture le 16 janvier 2015, c'est une véritable controverse qui règne autour du prix d'entrée au musée national. Toujours en culture, on parle de cette journée nationale de l'art à l'école. Oui, cette journée existe et c'est d'ailleurs le lycée d'Aqua, pour ce qui est de la ville de Douala, qui a servi de cadre aux activités qui ont permis aux élèves de présenter leur talent d'artiste. C'est dans ce reportage d'Éric Martial Ndiomo. Alougou Julien, c'est le nom de ce jeune garçon proche de la vingtaine qui aura été le temps de la célébration de la journée nationale de l'art à l'école, le sujet de toutes les acclamations au lycée technique d'Aqua. Présenté comme un garçon dévoué et doué, il est en classe de terminale IH, entendez, industrie d'habillement. Un choix de filière plutôt curieux pour de nombreuses personnes, l'industrie d'habillement étant très souvent réservée à la gente féminine. En fait, c'est le don de Dieu. Donc c'est Dieu qui m'a donné, je fais avec. Alougou Julien et sa collection Pure Nature n'ont laissé personne indifférent lors de cette célébration. Une collection comme on n'en voit pas souvent, feuilles vertes, feuilles sèches, calebasses et fibres en constituent la matière première. On retourne aux sources africaines qui naît d'une inspiration particulière. C'est ma mère qui m'a inspiré. Oui. Donc tellement je l'apprécie, je l'aime que même quand elle sourit, même quand elle est fière, même quand elle est triste, ça m'inspire. Ce défilé scolaire premier d'envergure de sa jeune carrière dans l'industrie d'habillement a mis en avant l'essence de la célébration de la journée nationale de l'art à l'école pour permettre de comprendre son importance, dénicher les talents entre autres. Ce dernier refuse d'ailleurs de s'emporter dans des rêves pittoresques et abstraits d'une grande carrière, préférant se consacrer à l'essentiel pour l'année 2015, c'est-à-dire l'obtention de son baccalauréat. D'où Dieu va m'emmener. Donc je ne sais pas encore tout. L'ambition actuellement c'est d'obtenir d'abord mon baccalauréat. En dehors de jeunes stylistes, cette journée a permis de dénicher des talents dans le domaine du théâtre ou encore du dessin. Dans le registre des faits de société, parlons de cet incendie qui a réduit en cendres une maison de 6 chambres au quartier Aqua, plus précisément à la rue Pau, lieu titre ancien collège des travailleurs. Eh bien, la bravoure des propriétaires de cette maison ainsi que l'aide du voisinage n'ont pas pu venir à bout de ces flammes. C'est un incendie dont l'origine reste inconnue. Les précisions avec Steve Boulet et Sandrine Babou. Non, vous allez payer après ou bien... ça, on va faire comment? C'est un mardi noir pour la famille Etoka installée à la rue Pau, lieu dit ancien collège des travailleurs à Douala. Ce 24 février, elle a vu toutes ses économies parties en fumée. De la maison de 6 chambres, il ne reste plus que des amas d'objets brûlés. Le feu a commencé à 6h30. J'ai senti l'odeur, quelque chose de brûlé. Je lui ai demandé ce qui brûlait. Je suis entré dans la maison.
Je n'ai pas vu. Je me dirigeais vers les chambres pour vérifier. Les gens donnent dans ma chambre. Je constate que toute ma chambre est en feu. La demeure, construite en matériaux provisoires, n'a pas résisté à la furie des flammes qui ont tout rasé sur le passage. C'était tellement fort, violent, c'était dessus, c'était pas au sol, mais c'était plutôt dessus, partout. Tout a été brûlé. Tout, on n'a rien du tout. La victime, qui s'en sort avec de légères blessures aux doigts et sur la tête, s'interroge encore sur l'origine du feu. Faute de matériel adapté, les propriétaires des lieux, aidés par les voisins, ont essayé tant bien que mal de maîtriser la situation. Au début du feu, les voisins sont arrivés avec les seaux, les petits seaux, on a essayé de verser, mais ça n'a pas pu. Ils n'ont pas pu. Tout le monde était sorti parce qu'il avait tellement de chaleur, ça chauffait vraiment. Donc tout le monde est sorti. Tout a cramé. Les soldats du feu, arrivés sur le lieu du sinistre, ont pu circonscrire les flammes qui menaçaient de s'attaquer aux habitations voisines. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Un coup dur pour les membres de la famille Etoka qui portent encore le deuil de leur père, décédé il y a quelques jours. À l'étranger, procès très couru de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Des centaines de personnes ont pris d'assaut le palais de justice d'Abidjan hier pour suivre la comparution de Simone Gbagbo. Cette dernière est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État. Il faut dire que l'ex-première dame revendique toujours la victoire de son mari Laurent Gbagbo lors de la présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Séverin Touban et Aïk-Siri. Grosse affluence au palais de justice d'Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'intérieur comme à l'extérieur de la salle d'audience de la cour d'assises, de nombreuses personnes sont venues suivre le procès de Simone Gbagbo. Mon oncle, il était père de 7 enfants. Ses veuves, ses orphelins, ils sont où aujourd'hui? Donc quand on vient, moi je pense qu'on doit plutôt demander pardon aux Ivoiriens. Mais qu'on dise qu'il n'y a rien, personne n'est mort, je ne suis pas d'accord avec. L'ex-première dame et 82 autres partisans de Laurent Gbagbo sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État suite à la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. Mais Simone Gbagbo ne semble pas du tout ébranlée par son procès. Celle qui revendique toujours la victoire de Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2010 affronte les juges, sourire aux lèvres, alors que ses avocats dénoncent une parodie de justice. Le principal accusateur, qui est l'État ivoirien, aujourd'hui est incapable de ramener le moindre fait, le moindre élément matériel pour 82 accusés, mais c'est ridicule. La Côte d'Ivoire refuse toujours de transférer Simone Gbagbo à la Cour pénale internationale. Pourtant, beaucoup trouvent en la juridiction basée à La Haye un gage de transparence. Je suis abattu parce que je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, donc c'est pas bon de faire ça ici. C'est la CPI qui serait mieux. La comparution de Simone Gbagbo et plus de 80 co-accusés sous forte escorte policière et dans un bain de foule est le premier grand défi de la justice ivoirienne après la crise post-électorale de 2010. Jusqu'ici, seuls les partisans de Laurent Gbagbo ont été interpellés. C'est la fin de la première partie de ce journal. Dans quelques poussières de secondes, je vais vous inviter à vous joindre à nous pour parler de l'épidémie de poliomyélite pour le cas de la région du littoral. A tout de suite. Eh bien, le Cameroun est en épidémie de poliomyélite depuis octobre 2013, date au cours de laquelle le premier cas de poliovirus sauvage a donc été confirmé chez nous. Quelle est la situation des multiples campagnes de vaccination que l'on note de par le triangle national? Plus précisément, pour ce qui est du cas de la région du littoral, nous recevons le docteur Jacques-Georges Oti. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, il faut rappeler que vous êtes le chef de l'unité régionale de programme élargi de vaccination pour le littoral. Alors, vous avez suivi, donc, c'est depuis octobre 2013 que le tout premier cas de poliovirus sauvage a été confirmé au Cameroun. Alors, depuis cet instant, ça fait 2 ans. Quelle est la situation pour ce qui est de la région du littoral en ce qui concerne notamment cette maladie et la poliomyélite? Ok. Bien, pour ce qui est de la région du littoral, je dirais ceci. Avant même qu'on ne dépiste le premier cas, dans la région du littoral, on n'en avait pas
il n'y avait pas de circulation du poliovirus sauvage. Et depuis la découverte de ce premier cas de poliovirus sauvage, c'était dans la région de l'Ouest, à Malantoine, jusqu'à ce jour, la région du littoral ne connaît pas de poliovirus sauvage. Il n'y a pas de circulation de poliovirus sauvage qui a été déclarée dans la région du littoral. Mais pour ce qui est de l'ensemble du territoire, en 2014, il faut dire, nous avons enregistré 5 cas de poliovirus sauvage depuis le mois de juillet 2014 jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de, on n'a pu dépister un cas de poliovirus sauvage. Alors pas de poliovirus sauvage pour ce qui est de la région du littoral, mais on note quand même que cette maladie continue toujours à faire du moins bouger tous les responsables de la santé. La preuve en est ces multiples campagnes de vaccination qu'on en connaît sur du moins ce qui est la région du littoral. Alors quel peut être à ce jour le point de cette campagne de vaccination? Et qu'est-ce que vous avez l'impression que cela se déroule comme vous l'avez prévu? Les campagnes, effectivement, elles se déroulent comme nous le prévoyons, c'est-à-dire nous les préparons déjà et après nous les mettons en œuvre. Donc dans les activités préparatoires de ces campagnes, nous essayons de tout faire pour que le maximum de population soit sensibilisée. Vous voyez un peu.